La plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest a été inaugurée ce 29 novembre en présence du président Roch-Marc Christian Kaboré et de son homologue français Emmanuel Macron. Dotée d'une puissance maximale de 33 MW, l'installation solaire de Zagtouli a été réalisée à plus de 31 milliards de francs CFA sur financement de la France et d'autres partenaires européens. Dans l'actualité également, les enseignants sont descendus dans les rues de Ouagadougou ce matin à l'appel des syndicats de l'éducation nationale. Ils ont marché sur leur ministère de tutelle pour exiger du gouvernement l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Cette marche vient s'ajouter aux 96 heures de grève que les enseignants observent depuis le 27 novembre dernier. À l'étranger, le Kenya se dirige-t-il à nouveau vers le chaos? Le président officiellement réélu Uhuru Kenyatta a été investi hier mardi. L'opposant Raila Odinga, lui, se réclame président légitime du Kenya et annonce qu'il prêtera serment comme président le 12 décembre prochain, jour de l'indépendance de ce pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, la centrale solaire de Zagtouli est officiellement opérationnelle à partir de ce 29 novembre. Les présidents Roch-Marc Christian Kaboré et Emmanuel Macron ont procédé à la mise en service de cette centrale solaire photovoltaïque. Sa capacité de production est de plus de 33 MW et elle a été financée à plus de 31 milliards de francs CFA par la France et d'autres partenaires du Burkina Faso, Souleymane Sanou et Olopoda. Le Burkina dompte le soleil pour sa transformation structurelle par le biais des énergies renouvelables. Un simple engagement en 2013, la centrale solaire de Zagtouli est aujourd'hui une réalité. Les acteurs qui ont contribué sont l'Union européenne, la France et l'État du Burkina Faso. C'est donc une fierté légitime pour les présidents Kaboré et Macron d'inaugurer officiellement la plus grande centrale photovoltaïque de l'Afrique de l'Ouest d'un coût estimé à plus de 31 milliards de francs CFA. Le Burkina Faso a pris la ferme résolution de mettre tout en œuvre pour exploiter l'une de ses principales ressources naturelles qu'est le soleil. En effet, notre pays bénéficie d'un important gisement solaire avec le rayonnement de 5,5 kWh par mètre carré et par jour. D'où mon engagement à accroître l'offre d'énergie et à inscrire le pays dans la logique de l'exploitation de ce gros potentiel solaire afin de faire du mix énergétique une réalité concrète à même de contribuer à la réduction des coûts de production et de l'énergie électrique. Je voudrais annoncer le lancement du plan solaire dénommé Yelen, qui signifie lumière, qui va permettre d'installer courant et de démarrer courant 2018 une autre centrale solaire de 40 MW à Ouagadougou, 10 MW au total dans 3 villes moyennes et 700 nouveaux villages à électrifier. Zagtouli n'est qu'une étape d'une politique énergétique nationale de plus en plus tournée vers les énergies renouvelables. Et c'est cette volonté du gouvernement burkinabé que le président français est venu encourager. Zagtouli démontre qu'au Sahel, il est possible de concilier efficacité économique et lutte contre le changement climatique. Plus de 50% de l'énergie consommée au Burkina est produite dans des centrales thermiques. Avec Zagtouli, le Burkina Faso va économiser, vous l'avez dit, 26 000 tonnes de CO2 par an, en produisant une énergie à un prix 4 fois moins élevé que l'énergie thermique. La dynamique est enclenchée. Le Burkina Faso est résolument tourné vers les énergies propres et avec des meilleurs taux d'ensoleillement, il y a des raisons d'espérer pour peu que les financements suivent. Comme évoqué plus haut, la centrale solaire photovoltaïque de Zagtouli est un projet du gouvernement burkinabé pour accroître l'offre énergétique au Burkina Faso. Cette centrale va apporter 6% d'énergie à la consommation du réseau national. Découvrons davantage la centrale de Zagtouli avec Salifou Belem et Moumouni Soubega. La centrale solaire photovoltaïque de Zagtouli a une capacité énergétique de 33 MW crête.
La production énergétique attendue est de 56 GWh, soit environ 6% de la consommation du réseau national interconnecté. Depuis septembre, la centrale injecte de l'énergie dans le réseau du Burkina. On a des plaques qui sont exposées au soleil, donc ils captent la lumière du soleil pour le transformer en courant. Et à partir de ce moment-là, le courant est injecté dans le réseau comme nos centrales injectent leur courant dans le réseau, que ce soit les centrales thermiques ou les centrales hydroélectriques. Donc dès lors que les plaques ont transformé la lumière en électricité, l'électricité devient comme n'importe quelle électricité de n'importe quelle centrale et c'est injecté dans le réseau. Avec ses 129 600 panneaux solaires de 260 watts unitaires, la réalisation de cette centrale est un pas de franchi vers la réduction de l'indépendance énergétique au Burkina. C'est une centrale qui a été réalisée selon les normes internationales par un consortium d'entreprises européennes. Elle constitue une première expérience en matière de diversification des sources de production de l'énergie électrique au Burkina. Nous avons vu que l'option vers le solaire semble en tout cas être une option intéressante qui peut permettre à la fois d'augmenter la quantité d'énergie produite, mais surtout de diminuer le coût de l'énergie qui reste encore très élevé. Alors cette centrale est très importante, aussi bien pour la ville de Ouaga et l'ensemble des villes qui sont sur le réseau interconnecté, notamment les villes de Waïguya, des Zignaré, etc. Zaktouli, c'est un symbole, c'est un repère, c'est un référentiel pour le plan solaire du Burkina. Lancée le 16 juin 2016, la centrale solaire photovoltaïque de Zaktouli est bâtie sur une superficie de 60 hectares. Sa réalisation a coûté 31 milliards de francs CFA sur le financement de l'Union européenne, de l'Agence française de développement et du budget national. Au terme donc d'un séjour officiel de 3 jours au Burkina Faso, le président français a quitté Ouagadougou aux environs de 12 h ce mercredi. Son séjour au Burkina Faso aura été édifiant avec des visites et des échanges fructueux qui devront consolider la coopération entre la France et le Burkina Faso. Emmanuel Macron poursuit son voyage africain en Côte d'Ivoire pour le 5e sommet Union africaine-Union européenne. Et puis le président du Faso s'est rendu aussi ce 29 novembre à Abidjan en Côte d'Ivoire pour prendre part justement à ce sommet. Un sommet de 48 heures qui connaît la participation des chefs d'État et de gouvernements africains et européens. Il mène à la réflexion sur les thèmes investis dans la jeunesse pour un avenir durable. À ce sommet d'Abidjan, le président du Faso et ses pairs africains et européens discuteront de l'avenir des relations Union africaine-Union européenne et se pencheront sur l'investissement dans la jeunesse, la paix et la sécurité, sans oublier la question de l'immigration. Avant cela, le Conseil présidentiel pour l'Afrique du président français s'est présenté à Roch-Marc Christian à Kaboré. C'était au cours d'une audience que le président du Faso a accordée hier soir aux membres de ce conseil. Ils ont expliqué à Roch-Marc Christian à Kaboré le travail qu'il mène aux côtés du président français sur des questions portant sur le continent africain. Le point de l'audience avec Omar Zombri. Le Conseil présidentiel pour l'Afrique, CPA, à Kosiam. Reçu en audience, Jules Armand Anyambossou, porte-parole du Conseil, est venu présenter sa structure au chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Au cours de nos échanges, le chef de l'État a tenu à souligner le caractère novateur de la relation telle que le président Emmanuel Macron ce matin l'a souhaité et développé. Nous avons aussi, bien entendu, c'était l'objet de l'audience qu'il a bien voulu nous accorder, évoqué le CPA, parler du CPA. Donc nous nous sommes présentés et lui avons dit pourquoi le CPA. Le chef de l'État du Burkina Faso l'a apprécié et a tenu à nous le signifier. Pour Jules Armand Anyambossou, le Conseil présidentiel pour l'Afrique est une force de proposition. Il est une sorte de passerelle entre les sociétés civiles africaines et l'Élysée, et non la continuation de la politique France-Afrique tant décriée. Déjà, le CPA traduit une transformation dans la gouvernance. Les membres du CPA ne sont pas les porte-parole du président de la République française. Et ils ne sont pas davantage les porte-parole du gouvernement français. C'est-à-dire, il n'y aura pas de collusion, il n'y aura pas de conflit d'intérêts entre ce qu'ils font dans leur vie de tous les jours, leur vie professionnelle de tous les jours, et le temps qu'ils consacrent au Conseil présidentiel pour l'Afrique.
Le Conseil présidentiel pour l'Afrique a été porté sur les fonds baptismaux par le président de la République française, Emmanuel Macron. Il est composé de 11 personnes, toutes des bénévoles, selon Jules Arma Anyambosu, porte-parole du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Et puis, en marge de la visite d'Emmanuel Macron à Ouagadougou, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et de la France se sont entretenus hier. Un entretien pour donner plus de contenu au domaine de coopération abordé par Emmanuel Macron et Roch-Marc Christian à Kaboré. Plus de précisions avec Jean-Eudes Bayala et Frédéric Etienne Bassenga. Tête à tête entre les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et de la France. Au menu des échanges, la coopération bilatérale, mais aussi les questions régionales, notamment le déficit budgétaire relatif à l'opérationnalisation du G5 Sahel. On attend que la force conjointe soit pleinement opérationnelle, mais cela passe par le financement total pour son budget qui a été évalué à 423 millions d'euros. Et sur ces 423 millions d'euros, il y a encore des financements à rechercher, puisque nous n'avons réuni que 108 millions jusque-là. Mais la bonne nouvelle, celle que nous avons reçue il y a juste 2 jours avec l'Arabie Saoudite qui annonce 100 millions de dollars. Et donc ça a été des discussions assez fructueuses, tant sur le plan bilatéral pour les questions de sécurité avec dans la zone sahélienne pour nos forces de défense et de sécurité, mais également, donc, comme je vous ai dit, sur l'opérationnalisation de la force conjointe du G5. Ces échanges entre les deux ministres ont concerné également la préparation de la rencontre de Bruxelles qui va regrouper les contributeurs de la force conjointe. Une préparation qui va se poursuivre à Abidjan avec les autres membres du G5 Sahel, selon Alpha Bari. Autre point de l'actualité, ce 29 novembre a été retenu au Burkina Faso comme journée nationale du drapeau. La décision a été prise par le gouvernement dans le cadre de la Semaine nationale de la citoyenneté. Au ministère en charge de la justice et de la promotion civique, le personnel s'est mobilisé ce matin pour la montée des couleurs. Une occasion pour le ministre René Bagoro de se prononcer sur les engagements du président français concernant certains dossiers judiciaires. Gérard Somé et Yarkiteda. 7 heures ce mercredi au ministère de la Justice. En chœur, le chef du département et le personnel entonnent le titanien pendant la montée des couleurs nationales. Cet événement se tient à la faveur de la journée nationale du drapeau. Une journée recommandée dans le cadre de la Semaine nationale de la citoyenneté. La Semaine nationale de la citoyenneté nous permet de renforcer notre attachement à notre pays, de mener un certain nombre d'activités pour réveiller le sens du civisme et de la citoyenneté auprès de nos populations. Et vous savez que le drapeau, en tant que symbole de notre nation, c'est l'emblème qui est le plus représentatif vraiment du pays. Dans la poursuite du renforcement de l'intérêt des citoyens pour les symboles nationaux, le garde des Sceaux veut sévir contre les indélicats. Nous sommes en train de travailler au niveau du ministère de la Justice pour le code pénal qui est en relecture. Nous sommes en train de travailler aussi au plan pénal à incriminer des faits d'atteinte aux couleurs nationales, d'atteinte aux symboles. L'occasion est aussi donnée à René Bagoro de s'exprimer sur la sortie du président Macron sur les dossiers pendants, tels les dossiers Thomas Sankara et François Compaoré. Je ne devrais pas faire un commentaire, mais réjouis d'abord que le président Macron ait promis de déclassifier les archives au niveau de la France pour le dossier Thomas Sankara, puisque une demande avait été formulée dans ce sens. Et quant au dossier Norbert Zongo, comme lui-même il a dit, le Burkina, en tout cas les autorités burkinabées ont mis tous les moyens nécessaires à la disposition des avocats. Toutes les mesures ont été prises. Notre souhait, comme il a dit, est que la justice décide de façon favorable pour que nous puissions avoir l'extradition de M. Compaoré. Cette journée nationale du drapeau se tient simultanément dans les différents ministères et institutions. La Semaine nationale de la citoyenneté prend fin ce jeudi 30 novembre. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale organise un dialogue avec les forces vives de la nation burkinabé. Objectif de ce dialogue, faire comprendre le concept et le sens de la réconciliation nationale et les moyens d'y parvenir. Une rencontre qui se tient à Ouagadougou et qui est également le lieu pour formuler des propositions au gouvernement sur la réconciliation nationale. Plus de précisions avec Kadi Sanogo.
faciliter les échanges publics entre le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun et les différentes forces vives de la nation est l'ordre du jour de cette rencontre. L'objectif visé est de contribuer à trouver un consensus sur le sens du concept de la réconciliation nationale au Burkina Faso. Ces obstacles, une fois identifiés et répertoriés, permettront sans aucun doute de forger un consensus national autour du sens que revêt pour le Burkinabé le concept de réconciliation que tous et chacun appelons de tous nos voeux dans toute sa complexité, et ce, au regard des vicissitudes que notre histoire récente a connues. C'est aussi une opportunité pour définir et identifier les défis majeurs, les méthodes, les voies et moyens pour parvenir à cette réconciliation nationale. Chaque nation a son histoire, comme je l'avais déjà dit. Toutes les communautés vivent des moments difficiles, toutes les nations ont aussi eu des histoires douloureuses, mais il y a l'histoire, il y a l'expérience qui nous enseigne aujourd'hui qu'on peut franchir ces difficultés. Le processus est assez long, il est assez complexe, donc notre accompagnement c'est pour dire que même dans ces difficultés, même dans sa complexité en termes de processus, il faut y aller. Un rapport sera proposé à la fin de cette rencontre qui va permettre d'éclaircir l'action du gouvernement burkinabé. Ce dialogue se tient sous le thème « Principes, sens et moyens de la réconciliation pour un Burkina apaisé ». Dans l'actualité également, ce mercredi, les syndicats de l'éducation nationale ont battu le pavé à Ouagadougou pour interpeller le gouvernement sur leurs conditions de vie et de travail. Partis de la bourse du travail, les marcheurs sont allés à leur ministère de tutelle pour exiger du gouvernement de se pencher sur leur plateforme revendicative. Cette marche est l'un des faits marquants des 96 heures de grève que les enseignants ont entamé depuis le lundi dernier. Konsoun Koulibaly et Vincent Tchendrebego. Le ton est monté ce mercredi matin devant le ministère de l'Éducation nationale. Au troisième jour de leur grève de 96 heures, les syndicats de l'éducation ont marché sur leur ministère de tutelle pour crier l'heure à le bol. Sur place, pas de déclaration ni de rencontre avec un officiel. Les manifestants ont simplement regagné leur point de départ, la bourse du travail, en laissant derrière eux ce tas de stylos et de craies. Tout un symbole selon eux. Nous avons fait un dépôt symbolique de craies et de bics rouges pour montrer notre mécontentement vis-à-vis du gouvernement du Burkina Faso. Trop, c'est trop. Nous avons déposé notre plateforme depuis le 5 octobre 2016, réactualisé le 5 octobre 2017. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu de propositions concrètes de la part du gouvernement. Nous avons lancé un premier mot d'ordre de grève qui a été bien suivi sur toute l'étendue du territoire. Rien n'a été donné comme réponse concrète. Aujourd'hui encore, nous sommes sortis nombreux pour manifester notre mécontentement, pour que le gouvernement puisse prendre au sérieux nos préoccupations et nous répondre favorablement. Au premier rang de la marche qui a arpenté les grandes artères de Ouagadougou, on compte l'Union d'action syndicale qui a apporté son soutien à la manifestation. De meilleures conditions de vie et de travail, c'est ce que réclament ces manifestants, qui ajoute à cela la revalorisation de la fonction enseignant. Et puis sachez que la fête du Maouloud sera célébrée au Burkina Faso dans la nuit du 30 novembre au vendredi 1er décembre 2017. À ce sujet, selon un communiqué du ministère de la fonction publique, la journée du vendredi 1er décembre est déclarée chômée et payée au Burkina Faso. Actualité à présent dans le secteur des transports, le ministre en charge de la question est allé à la rencontre des transporteurs et des promoteurs d'auto-écoles de la région des Cascades. Au menu des échanges, le projet de modernisation, de sécurisation et de réimmatriculation des titres de transport. C'est un projet dont l'objectif est de parvenir à un meilleur fonctionnement du secteur des transports à travers la lutte contre la fraude et la falsification des documents de transport. Martin Zerbo et Moumouni Barou.
Cette sortie du ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière dans la région de Cascade n'a pas été de tout repos. Un tour sur le site devant abriter la nouvelle direction en charge des transports située au secteur 9 Bouna pour constater de visu le niveau d'exécution des travaux. Les auto-écoles et certaines sociétés de transport de la place ont également reçu la visite du ministre et à chaque étape, le projet de modernisation et de sécurisation était à l'ordre du jour. Nous allons passer bientôt à la sécurisation des titres de transport. Donc nous donnons des explications sur que sera notre permis de conduire, comment il va se présenter, nos cartes grises et les plaques d'immatriculation. Et donc avec les acteurs de transport, les associations, les syndicats, les organisations de transporteurs, les auto-écoles, nous tenons en tout cas à passer cette information et pour qu'ils soient aussi en phase avec tous les changements. Pour les acteurs du transport, l'entretien a permis d'apporter des réponses satisfaisantes à certaines questions, mais quelques préoccupations demeurent. Le point essentiel même, comment vraiment aider les auto-écoles à avoir du matériel neuf. Des véhicules par exemple, si on pouvait nous faire, comment on appelle, une exonération. On peut ajouter les routes là, Banfora, Sidrado, Lorpenigawa, Banfora, Mangodara, s'il peut penser à ça, il gouvernement ça pour nous, pour que les transports soient un peu faciles pour nous, et Banfora, Orodara. Cette sortie du ministre en charge des transports entre dans le cadre de sa tournée entamée depuis un mois dans les directions régionales de transport, pour expliquer aux acteurs le bien fondé de la modernisation de tous les titres de transport en circulation, entre autres les cartes grises et les permis de conduire. Le ministère de l'économie, des finances et du développement veut vulgariser la loi portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Hier à Manga, il a lancé des ateliers régionaux de communication et d'appropriation de cette loi et du schéma directeur national d'aménagement et de développement durable du territoire. Prennent part à ces ateliers les acteurs locaux et régionaux concernés par les questions agraires et foncières. Issa Kafando et Oumou Sissi. La loi portant réorganisation agraire et foncière RAF et le schéma directeur d'aménagement et de développement durable du territoire, deux outils qui permettront d'assurer la cohérence spatiale des choix économiques et sociaux et de coordonner la mise en œuvre des politiques sectorielles pour le développement des différentes régions du Burkina Faso. Pour la région du centre-sud, ces outils prévoient de grandes orientations. C'est une région où il y a beaucoup d'aires protégées. Donc le schéma a fait des orientations en ce qui concerne d'abord la protection et la gestion intégrée des aires protégées. Donc ce qui va sans dire qu'il faut de l'écotourisme, permettre à ce qu'il y ait du tourisme dans ces aires protégées avec l'appui, avec l'accompagnement de la population pour protéger en même temps ces aires protégées. Et aussi il y a la réhabilitation du périmètre irrigué de Bazéga, de la province du Bazéga, et la protection des zones pastorales et aussi la sécurisation foncière. Les orientations de la RAF et du schéma directeur d'aménagement et de développement durable du territoire doivent être portées par tous les acteurs, tant au niveau régional, provincial que communal. C'est pourquoi le ministère de l'économie, des finances et du développement prévoit d'organiser des communications sur ces deux outils dans les 13 régions du Burkina Faso. Depuis hier mardi, la Maison du Peuple de Ouagadougou abrite les journées agroalimentaires. Cette manifestation est à sa 9e édition et 6 jours durant, les industries et les entreprises évoluant dans la transformation des produits agricoles exposent leur savoir-faire. C'est également un cadre d'échange entre professionnels sur les innovations qui pourraient davantage inciter la population à consommer local. Nongba Kouda et Tanga Akafandou. Émergence et développement des PME-PMI de l'agroalimentaire burkinabé dans le cadre du PNDS, défis, enjeux et perspectives, c'est le thème de la 9e édition des JAL, les journées agroalimentaires qui se tiennent du 28 novembre au 3 décembre 2017 à Ouagadougou. Un moment de rencontre et d'échange entre professionnels en vue de permettre le développement de l'industrie agroalimentaire. Et durant 10 jours, la Maison du Peuple sera le lieu d'expression de la créativité de l'autre maillon de la chaîne agricole. Et l'objectif,
corriger, innover pour être compétitifs sur le marché national, régional et international. Les défis, nous pouvons les relever également dans le domaine des compétences. Alors, le plus souvent, nous n'avons pas tout le professionnalisme qu'il faut. Nous avons également la concurrence internationale aujourd'hui. Alors, nos produits, s'ils ne sont pas compétitifs, nous ne pouvons pas aller sur les marchés. Il faut la qualité, mais il faut également la capacité d'aller sur le marché parce que nous avons de la qualité et que nous aurons de produits. Et pour relever ces défis, la professionnalisation du secteur s'impose. Une professionnalisation qui passe forcément par le recrutement de nouvelles compétences, l'accompagnement de l'État, mais aussi par l'incitation à la consommation locale. Nous-mêmes, nous avons constaté que c'est la gente féminine qui occupe largement effectivement dans ce secteur, notamment de la transformation agroalimentaire. Il serait bon effectivement que les jeunes s'intéressent effectivement donc à ce secteur qui, nous croyons effectivement donc est bien porteur aussi pour eux. Au Burkina Faso, les industries agroalimentaires représentent 58% du secteur de l'industrie, mais le potentiel reste sous-exploité selon les acteurs. Intéressons-nous après ça à l'initiative Grande Muraille Verte dont le comité de pilotage est en session à Ouagadougou. Il s'agit de la première session consacrée au lancement et à la présentation de documents relatifs à l'initiative Grande Muraille Verte. Une initiative orientée vers la gestion durable des terres et la promotion des activités génératrices de revenus. Plus de précisions avec Issaka Ouedraogo et Maïmouna Traouri. Cette première session du comité de pilotage marque le lancement de la deuxième phase du programme de renforcement des capacités pour l'initiative Grande Muraille Verte. Et c'est parti pour 5 ans avec un budget estimé à plus de 2,148 milliards de francs CFA. Il s'agissait ici, pour la première phase, d'un projet de renforcement des capacités. Et donc, en termes d'investissement direct sur le terrain, nous ne pensions pas avoir atteint le niveau que nous avions souhaité. Et donc cette seconde phase doit nous permettre d'améliorer cette situation et de faire en sorte qu'au-delà du renforcement des capacités, nous puissions avoir des actions opérationnelles, visibles, qui vont montrer qu'il y a effectivement une amélioration des conditions de vie et des populations. Le programme bénéficie du soutien de l'Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger depuis la première phase. Dès le départ de l'identification du programme en 2014, on avait déjà prévu une seconde phase. Simplement, c'est une question de programmation budgétaire qui avait fait que nous avions une programmation pour 3 ans. Mais les acquis de la première phase sont importants et nous permettent donc de continuer sans problème cette seconde phase du programme. Le gouvernement burkinabé et ses partenaires veulent faire de l'initiative Grande Muraille Verte un tremplin pour la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté, la lutte contre la désertification et pour une plus grande résilience des populations au changement climatique. Des vivres et des non-vivres au profit des patients de l'hôpital de l'Amitié de Koudougou. Le geste est du gouvernement à travers le ministère en charge de la solidarité nationale. La remise du don est intervenue le 25 novembre dernier en marge des journées portes ouvertes de l'hôpital de l'Amitié de Koudougou. Le reportage de Nongba Kouda et Yolanda Lompo. Hélène Tiendrebego n'a de cesse que de remercier les donateurs. Tout comme elle, nombreux sont les accompagnants qui ne cachent pas leur joie en ce jour à l'hôpital de l'Amitié de Koudougou. Les bras chargés de vivres et de non-vivres d'une valeur de plus de 2 millions de nos francs, le ministère de la Femme, de la Solidarité et de la Famille, par l'entreprise du CONASUR, est leur bienfaiteur. Ce don est composé de 3 tonnes de riz, 2 tonnes de semoule de maïs, 10 cartons de savon, 5 cartons de homo, 5 cartons de javel, 5 bidons d'huile de 20 litres et 100 nattes de 50 seaux et de 50 bassins. Et ce geste anodin du premier responsable de cette structure témoigne également de la volonté du personnel soignant de veiller au quotidien au bien-être des malades. C'est un repas spécial qu'on offre aux malades pour communier aussi avec eux, pour leur dire que nous sommes de tout cœur avec eux, pour leur dire que nous partageons leurs souffrances. Nous sommes dans une région où
Les populations venant ici sont déjà angoissées et n'ont pas toujours forcément les ressources nécessaires pour se prendre en charge. Tôt dans la matinée, l'on procédait à la remise de prix aux 5 meilleurs de la course cycliste féminine organisée à l'occasion des premières journées de l'hôpital de Koudougou. Une occasion pour les 20 gagnants d'un jeu radiophonique de rentrer également en possession de leur prix. À l'étranger, l'avenir semble incertain au Kenya avec l'opposant Raila Odinga qui veut prêter serment comme président le 12 décembre prochain. Cette annonce intervient alors que le président officiellement réélu Uhuru Kenyatta a été investi hier mardi. Prenant exemple sur le Zimbabwe, Odinga se présente comme le nouveau président légitime du Kenya. Y aura-t-il bientôt 2 présidents au Kenya? Quelques heures à peine après l'investiture d'Uhuru Kenyatta, le chef de file de l'opposition Raila Odinga a affirmé à quelques centaines de partisans rassemblés dans le sud-est de Nairobi qu'il prêterait lui aussi serment le 12 décembre prochain en tant que président légitime. Nous ne serons pas comme le chef de l'opposition ougandaise. Nous serons investis comme Emerson Mnangagwa et nous entrerons au palais présidentiel le même jour. Nous utiliserons le premier chapitre de notre constitution et le 12 décembre prochain, c'est le peuple lui-même qui m'intronisera. Les forces de l'ordre ont tenté de disperser le rassemblement à coups de gaz lacrymogène, mais l'opposition a promis de poursuivre sa campagne de désobéissance civile. Malgré le faste de la prestation de serment d'Uhuru Kenyatta, ce dernier rebondissement montre que le Kenya sort meurtri d'une présidentielle qui a réveillé ses profondes fractures ethniques. Au Burkina Faso, un seul titre fait la une de la presse écrite aujourd'hui. Il s'agit de la visite du président français, précisément le face-à-face entre Emmanuel Macron et les étudiants à l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo. Voici la revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Macron, un professeur de politique générale à Ouaga, titre l'Express du Faso à propos du face-à-face Macron étudiant. Pour Emmanuel Macron, c'est en Afrique que se télescopent tous les défis contemporains, note citoyen. Il reconnaît par ailleurs dans le quotidien d'État que les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et préconise une lutte conjuguée entre États africains et européens pour venir à bout du terrorisme tout en réitérant le soutien de la France à la force conjointe du G5. Également, il suggère d'anéantir les réseaux passeurs, souligne citoyen. Aujourd'hui, au Faso retient de ce discours la création d'un centre pour jeunes africains à Ouagadougou. Bref, les grandes lignes du discours de Ouagadougou sont à lire dans le journal Le Pays, qui note par ailleurs que Macron promet la déclassification de tous les dossiers relatifs à l'affaire Thomas Sankara. Une nouvelle saluée dans Aujourd'hui au Faso par Mariam Sankara, qui émet toutefois des réserves quant à l'exécution de cette décision dans le journal Le Pays. En gros, c'est un grand oral réussi pour Jupiter selon l'observateur Palga. Mais d'après Le Pays, le discours de Macron risque de ne pas être un point de rupture, mais juste la continuation de la politique française en Afrique. Cependant, il s'apparente à des prolégomènes du partenariat égalitaire dont Abidjan tentera d'entracer les linéaments. Réplique Aujourd'hui au Faso. Quant au face-à-face Emmanuel Macron étudiant, l'exercice a manqué de régal, de piquant et de pugnacité selon Le Pays. Et à travers cet exercice, c'est le système éducatif burkinabé qui est sérieusement interpellé. Par ailleurs, les journaux signalent un attentat manqué contre des soldats français. À ce propos, l'observateur Palga écrit que ce sont des individus cagoulés jussés sur une moto de type 135 qui ont jeté un engin explosif sur des soldats français. Un acte qui a endommagé un véhicule et fait quelques blessés parmi les riverains. Une première dans l'histoire des attaques terroristes à Ouagadougou, note le journal. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dès demain, vous retrouvez Fousseni Kindo dans votre édition de 20h. Merci de votre fidélité à la RTB et à très bientôt.